Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Rassurez-vous, nous allons avancer pas à pas pour comprendre les anciens mathématiciens et les anciens bâtisseurs. Dans le chapitre précédent, nous avons vu les fractions de type 1 sur x, mais les Égyptiens utilisaient aussi les fractions de type x sur y, que l'on retrouve également dans le papyrus Rind, et qui sont tout aussi intéressantes. Une fraction de type 1 sur x remplace une décimale pour accompagner un nombre entier, tandis qu'une fraction de type x sur y est un rapport entre deux grandeurs, la proportion de l'une par rapport à l'autre. Ce n'est pas tant le résultat de la division qui est important, mais la comparaison entre les deux grandeurs. Et la volonté des anciens Égyptiens, puis Grecs, était d'utiliser exclusivement des nombres entiers, par simplification surtout, mais aussi par pureté ou par symbolisme. Un nombre entier il existe par lui-même, et il est plus facile à appréhender qu'un nombre irrationnel. Ci-contre, les rapports de grandeur d'une droite, jusqu'au dixième, pour comparer les fractions entre elles. Et vous familiarisez avec cette manière de calculer? Au chapitre 19, sur les rapports musicaux, nous avons vu que la volonté d'utiliser des nombres entiers était tout aussi évidente chez les Grecs, quitte à délaisser les autres rapports de fréquence qu'ils ne parvenaient pas à exprimer par des rapports de nombres entiers, comme la tierce ou le rapport entre deux demi-tons. Dans le problème 50 du papyrus Rind, il est dit qu'un cercle de diamètre 9 possède une surface équivalente à un carré de côté 8. C'est l'un des problèmes mathématiques antiques les plus célèbres, la quadrature du cercle, que nous développerons au chapitre 105. Pour eux, il suffisait de soustraire un neuvième du diamètre d'un cercle et l'élever au carré pour obtenir la surface du cercle. Ajouter un huitième à un nombre ou soustraire un neuvième à l'autre, c'est du pareil au même, donc on retrouve la même notion que l'époque d'An grecque, du chapitre 19, dans le rapport entre le diamètre d'un cercle et sa surface. D'où sans doute l'importance de ce rapport. Voyons cela de plus près. Cela revient à dire que 64 vaut pi fois 9 sur 2 au carré, donc 81 quarts, ce qui revient à dire que pi vaut 256 sur 81. Cela donne environ 3,16. Ce n'est qu'un exercice, écrit sur ce papyrus, c'est peut-être juste un petit truc pour aller plus vite, mais les historiens et les archéologues pensent que c'était assez satisfaisant pour les mathématiciens de l'Égypte antique. Qu'en pensez-vous? Regardons bien ce problème. Appelons C, la constante du cercle égyptienne, qui pourrait donc valoir 256 sur 81 ou 2 exposant 8 sur 9 exposant 2, c'est-à-dire 3,1605. Pour calculer la surface d'un cercle, diamètre moins 1 neuvième au carré, pas besoin de se compliquer la vie avec une constante, et circonférence, C fois le diamètre. Pas besoin de se compliquer la vie en divisant le diamètre par 2. Mettons-nous dans la peau d'un mathématicien chevronné, il y a 4000 ans. Pas de calculatrice, mais il sait calculer racine de 2 à la perfection. Et bâtir des temples monumentaux. Comment vérifier si ce calcul est bon? Algébriquement, c'est compliqué avec une courbe, donc géométriquement. Avec une corde, son disciple trace un cercle dans le sable de rayon 1, puis il place une autre corde tout autour, dans la marque au sol, il la déroule, il la mesure. Il obtient une circonférence qui équivaut à 6 mètres 28 cm et 3 mm. Il fait le petit calcul algébrique que son professeur vient de lui apprendre, flûte, 6 mètres 32 et 1 mm. Une différence de 3,8 cm. Sérieusement? Connaissant la rigueur mathématique égyptienne, nous ne pouvons pas accepter que ce petit problème 50 du papyrus Rind soit leur méthode de calcul de la constante du cercle. Même la surface peut se vérifier avec des morceaux de tissu ou de parchemin, et ce cercle de 2 mètres de diamètre présenterait une erreur de 200 cm² par rapport au calcul. Un morceau carré de 14 cm de côté, c'est énorme. Ce n'est pas acceptable comme théorie. En revanche, à l'échelle d'un dessin, pour avoir la même surface que le cercle de 9 cm de diamètre du problème 50, nous sommes d'accord que le carré peut mesurer 8 cm au lieu de 7 cm et 9,76 mm, personne ne verra la différence. La conclusion, c'est qu'il faut prendre des précautions avec les rapports x sur y que l'on rencontre dans la littérature ancienne, c'étaient juste des nombres irrationnels, arrondis approximativement, pour faciliter l'apprentissage de la géométrie, mais les anciens bâtisseurs ne s'en contentaient pas, c'est une évidence.
La preuve, c'est que dans la littérature grecque ancienne, on retrouve le rapport 265 sur 153 pour désigner la racine carrée de 3 que nous avons développé au chapitre 6. Ce rapport égale 1,732026 contre 1,7320508 en réalité. Or, nous l'avons vu avec le calcul ultra précis des Sumériens, que la racine carrée d'un nombre pouvait être calculée avec beaucoup plus de précision. Une fraction x sur y peut aussi représenter une pente. Un rapport 1 sur 1 indique une pente à 45 degrés, un rapport de racine de 3 sur 1, hauteur, longueur, indique une pente de 60 degrés, 1 sur racine de 3, une pente de 30 degrés, et voici quelques pentes de pyramides égyptiennes, plus ou moins par ordre chronologique de construction et à la même échelle. La première à face lisse, par opposition aux pyramides à degrés, est la pyramide rouge. Pour celle de Khéops, par exemple, si sa demi-base vaut 11, sa hauteur vaut 14. Certaines dimensions ne sont pas connues avec exactitude, donc il est difficile d'affirmer que ces rapports sont justes à 100%. Mais ils indiquent une méthode qui peut avoir été employée. Chaque rapport est simple, dans le sens où chaque nombre est inférieur ou égal à 14, et le résultat relativement proche de 1, donc de 45 degrés. Si une pyramide avait une pente supérieure à 60 degrés, sa face nord n'aurait pas été éclairée par le soleil de midi, aux équinoxes. Et les pyramides nubiennes? Celle de Méroé, par exemple, se trouve beaucoup plus au sud, à 17 degrés de latitude nord, donc le soleil monte jusqu'à 73 degrés aux équinoxes. Tu peux développer au sujet des inclinaisons du soleil à différents points de la Terre et à différentes heures de la journée. Avec plaisir. Non, je plaisante, c'est ta vidéo. Ok, j'y vais. Tout d'abord, voici un petit rappel. Quand on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ce n'est vrai que dans l'hémisphère nord, premièrement, mais ce n'est vrai que le 21 mars et le 21 septembre, aux équinoxes de printemps et d'automne. Ensuite, il faut savoir que lors de ces deux équinoxes, non seulement la durée du jour vaut la durée de la nuit, donc 12 heures, mais c'est le cas partout autour du globe. Ce que les platistes ont encore du mal à expliquer. En effet, c'est encore une preuve que les anciens savaient que la Terre était une sphère, parce qu'ils savaient qu'au solstice, la durée du jour, mais aussi la position du Soleil par rapport à l'horizon, était très différente, suivant que l'on se trouvait plus au sud ou plus au nord. Tu as oublié de dire que les solstices étaient deux. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, et le solstice d'été, le 21 juin. En effet, merci. Plus de 2 siècles avant notre ère, Ératosthène, qui était un astronome, géographe et mathématicien grec, avait pu trouver, avec beaucoup moins d'erreurs que ses prédécesseurs, la circonférence de la Terre, justement grâce aux angles différents de l'ombre d'un piquet projeté par le Soleil à 2 endroits distants d'environ 800 km. Ci-contre, l'analemme que Vitruve décrit dans son traité d'architecture. Nous y reviendrons plus tard en détail, si vous le souhaitez, mais cela permet de calculer l'angle des rayons du Soleil, à n'importe quelle heure et n'importe quelle date de l'année. Et vous devez savoir que l'angle formé par les rayons du Soleil à midi, avec une verticale, donne la position de la latitude d'un lieu, midi-heure solaire, et aux équinoxes bien sûr. En Belgique, par exemple, si je mesure l'angle du Soleil à 13 heures, le 21 mars, j'obtiens 39,2 degrés. Je déduis 39,2 de 90 degrés, comme on dit en Belgique. Et j'obtiens la latitude, qui vaut effectivement 50,8 degrés. Ensuite, pour connaître l'angle du Soleil en été, on ajoute 23,45 et pour connaître l'angle formé par le Soleil au solstice d'hiver, on soustrait 23,45. Cela donne 62,65 en été et 15,75 en hiver. À Athènes, en revanche, la latitude est de 38 degrés, donc le Soleil est à 52 degrés aux équinoxes, 75 degrés fin juin et 28 degrés en fin d'année. Donc le Soleil se lève plutôt en Belgique en été, par rapport à Athènes, qui est beaucoup plus au sud, mais en hiver, il se couche plutôt dans le nord. Voilà où nous voulions en venir. Les rapports de nombres entiers de type x sur y étaient utilisés pour l'étude des rayons du Soleil, donc de nouveau des angles, comme pour les pentes des pyramides, afin de maîtriser les ombres portées par les constructions, ou un élément de la construction. Pour rappel, la gnomonique est l'art de tracer des cadrans solaires et de pouvoir se situer dans le temps,
grâce à la position de la Terre vis-à-vis du Soleil, et comme nous venons de le rappeler, cela change suivant la latitude à laquelle on se trouve. Vitruve a donné les valeurs utilisées par les anciens, entre Alexandrie et Rome, dans son traité De Architectura. En noir, à gauche, les données de Vitruve. En gris, nous en avons ajouté quelques-unes. Entre parenthèses, les latitudes réelles, lorsqu'elles ne sont pas justes avec un rapport de nombres entiers. Le triangle 3, 4, 5, vu au chapitre 3, était donc lié à la ville d'Athènes. Cela signifie concrètement que si un poteau de 4 mètres de haut est planté à Londres, où la latitude est de 51,5°, la longueur minimum de son ombre, le 21 mars et le 21 septembre, à midi, sera de 5 mètres. Et l'angle formé par la position du Soleil par rapport à l'horizontale vaut 90, moins sa latitude, égale 48,5°. Attention que ceci n'est pas juste dans la zone entre les deux tropiques, du Cancer et du Capricorne. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que l'analemme de Vitruve de tout à l'heure était celui de Rome, puisque le triangle de départ possède une horizontale de 8 unités contre 9 unités de haut. On peut voir les petites graduations dans son dessin. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.